Bonjour et bienvenue à la balado au sujet des sciences humaines et sociales. Je m'appelle Alexandre Beaupré, je suis votre animateur pour aujourd'hui, professeur à l'administration de l'enseignement supérieur à l'Université de Montréal, girafe en chef de la balado, et je suis accompagné de la force tranquille qui nous dit un peu quoi faire et qui se fait que la balado existe ces temps-ci, Emmanuel Maltais, productrice déléguée, et de la vedette du jour, l'homme qui a vu Serge l'arrivée, Sébastien Belland, professeur en mesure et évaluation, lui aussi à l'Université de Montréal. Je viens déjà de vous vendre le punch sur ce qui va se passer dans cette émission. Vous avez probablement déjà vécu la chose suivante, surtout si vous aimez parler ou si vous aimez écouter, rencontrer quelqu'un que ça fait un bout de temps que vous n'avez pas vu sur un coin de rue, dans un café, dans un bar, on ne juge pas là, ou dans d'autres endroits malfamés comme une université ou un cégep, et commencer à parler alors que vous êtes supposé vous rendre chez vous dans un cours à une réunion ou juste ne pas être là plus que 3 minutes et vous rendre compte au bout de 3, 4, 5 minutes que finalement cette discussion-là mérite plus de temps, je ne veux pas dire plus d'efforts, mais mérite de s'asseoir et d'en jaser. Ben, c'est exactement ce qui est arrivé à Sébastien Belland, notre co-animateur qui va être aujourd'hui l'animateur, et Serge Larrivé, qui est un invité qu'on a déjà eu à l'émission. Ils se sont rencontrés tous les deux au coin de la rue, et là je crois que c'est le boulevard du Mont-Royal et Vincent d'Indy, bref, proche du pavillon Marie-Victorin de l'Université de Montréal. Et on se sont entamé une discussion. Notre collègue Serge Larrivé étant nouvellement retraité. Et au bout de quelques minutes, se sont dit, ben, on pourrait en parler plus longtemps, on devrait s'asseoir pour en jaser. Et finalement, on devrait même faire un épisode de balado là-dessus. Et c'est toute l'histoire, c'est tout le contexte qui existe réellement pour cet épisode où on va parler entre autres de sciences humaines et sociales, justement, mais les sciences humaines et sociales comme, comme méta-champ contributoire et son importance dans la société. Donc, sans plus tarder, Sébastien Belland et Serge Larrivé pour cet épisode d'Au sujet des sciences humaines et sociales. Bonne écoute! Ah, Comment ça là, va, c'est. vous? Ben, c'est-à-dire que oui, je suis un homme à la retraite. Un homme à la retraite, un homme libre. Ah, ben, j'espère que je l'étais avant. Ouais, là-dessus, j'ai pas trop de doute que vous l'étiez. J'ai deux trucs que je veux discuter avec vous aujourd'hui. La première, c'est sur votre carrière. Donc, vous venez tout juste de prendre votre retraite. Puis, quand vous regardez rétrospectivement votre carrière, c'est quoi les premiers trucs qui vous viennent en tête? OK. D'abord, c'est la surprise. La probabilité que je devienne professeur d'université était extrêmement faible compte tenu de mon parcours universitaire. Non, de mon parcours scolaire pendant, bon, ce qui a précédé l'université. J'ai eu la chance, j'allais dire, oui, c'est la chance de faire l'ancien cours classique payé par les Dominicains qui, eux, parce que nous, on n'avait pas d'argent, mes parents étaient pauvres, puis moi aussi d'ailleurs. Euh, et leur idée, c'était, tu fais ton cours classique chez les Jésuites, tu rentres chez les Dominicains et tu es un homme parfait. Et assez curieusement, ils n'avaient pas tort. La rigueur des Jésuites et la rondeur, la chaleur, l'humanité des Dominicains. Alors, ça faisait un mariage extraordinaire. Alors, moi, je servais la messe chez les Dominicains. À l'époque, je n'étais pas encore athée. Euh, et il me permettait de m'asseoir derrière l'autel dans les stalles où les moines s'assoyaient. Donc, je prenais la première stalle, puis quand le prieur, donc le chef de la gang, là, faisait le sermon, lui, je l'écoutais religieusement, sans aucun jeu de mots ici, je l'écoutais religieusement parce que je le trouvais brillant. Et à chaque fois donc, qu'il avait fini son sermon, il descendait de la chaire et passait par les stalles, derrière l'autel, puis je le suivais dans le cloître et je posais des questions. Cette fois-là, il y a une fois donc, alors il dit, tu as d'autres questions? J'ai dit non, j'ai une affirmation. J'ai dit, quelqu'un qui a la foi
ne prêche pas comme vous avez prêché ce matin. Et là, je vois les larmes couler dans ses yeux. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là alors? Et il ajoute, qu'est-ce qui te fait dire que j'ai le choix? Alors, ça a Wow. été un de mes premiers tremblements de terre sur la religion. On m'a dit, si quelqu'un d'aussi brillant est coincé dans un système, ça n'a pas de bon sens. Donc, ça n'a pas de bon sens. Et à partir de ce moment-là, euh, je posais de plus en plus de questions, alors qu'au début, on me répondait, mais là, on ne pouvait pas me répondre. On me disait, c'est une question de foi, c'est une question de foi. Et j'ai dit, non, ça n'a pas de bon sens. Et ça, c'est la formation des jésuites qui m'a appris à raisonner. J'aimerais faire ici une anecdote. Les 4 dernières années du cours classique, j'étais président de classe avec un handicap majeur. Je bégayais. Et sauf quand je faisais un discours public où là, il fallait que j'aille me coucher après parce que j'étais complètement crevé. En rhétorique, donc, 3 ans avant la fin du cours classique, le père Grenier, qu'on appelait le père Pompon parce qu'il était chauve. Bon. Quand il arrivait en septembre pour commencer ses cours, on voulait le tuer tellement qu'on le trouvait bête. Puis à Noël, on l'empêchait de sortir de la classe parce qu'on voulait qu'il continue à nous parler. Alors, ça vous donne une idée de bon. Et un jour, un nommé Nadeau apporte une objection en classe de façon cavalière. La cloche de récréation sonne, on s'en va à récréation. Hey Nadeau, bravo Nadeau, oui, oui, oui. Bon, la cloche sonne, on remonte. Pompon est en retard. Il n'est jamais en retard. Et Pompon arrive 10 minutes plus tard avec une série de documents. Dépose les documents sur la table. Monsieur Nadeau, en réponse à vos objections, puis là, il fait une série de citations, comme ça. Et il termine en disant, Monsieur Nadeau, on n'affirme pas, on démontre. Et pour moi, ça a été là un chemin de Damas. Ça a été, wow, c'est ça qu'il faut faire. Et à partir de ce moment-là, tous mes discours étaient revus par Pompon, parce que je ne voulais pas dire de conneries. Et les années suivantes, j'ai appris qu'il disait aux étudiants, ayez l'humilité de M. Larrivée, qui faisait relire ses discours. Non, c'était pas de l'humilité, Pompon, il ne voulait pas dire trop de conneries. Alors, voyez-vous, c'est ce personnage-là qui a parti ma carrière universitaire en recherche. Puis vous avez quel âge, là, à peu près? Ben là, quand on avait 16 ans, 17 ans, quelque chose comme ça. Mais ça m'avait là, vraiment là, rentré dedans. J'ai dit, waouh, quelle déclaration. Hein, ça m'avait marqué. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Là, on est rendu. Et, et donc, euh, au total, j'ai coulé 2 années dans le cours classique. Donc, quand j'ai postulé à l'Université Laval, parce que j'étais à Québec, évidemment, j'ai été refusé à une vitesse folle. Évidemment. Bon, des mauvaises notes, qui a coulé 2 ans, voilà, bon. Et à l'époque, je m'occupais des terrains de jeu. Et il y avait un terrain de jeu que aucun animateur voulait avoir parce qu'il se tenait là une gang de criminels, tu sais, là, vraiment des délinquants graves, là, tu sais, puis personne ne voulait aller là parce qu'ils semaient le bordel. Alors, actuellement, si on me compare à ce que j'étais, je suis obèse. Si on me compare à ce que j'étais mec comme un pic. Alors, je suis là, j'arrive une semaine avant. Évidemment, la gang de criminels qui arrive, hein, hey, c'est toi le pic qui va nous mettre dehors cet été? T'es pas à manger trop? Et je réponds, non seulement, je ne vous mets pas dehors, je vais vous demander de rester. Vous êtes responsable. Qu'il n'y ait aucun enfant qui se blesse sur une bouteille de bière cassée, vous les ramassez toutes. Les autres déchets, vous ne les ramassez que si vous en avez envie. Voici le filet de volleyball, vous allez l'installer, on joue. Alors, les pauvres gars, ils se demandaient qu'est-ce qui se passait, là. Alors, j'appliquais l'approche paradoxale que je ne connaissais pas encore, mais je l'appliquais spontanément. Ça faisait partie de ma façon d'être. Bon. Et évidemment, cet été-là, aucun enfant ne s'est blessé sur une bouteille de bière cassée. Puis de temps en temps, je dis, hey, votre chum Joe, il est où, là? Il n'est pas là aujourd'hui. Ah, il est en prison. Bon, OK. Donc,
autrement dit, cette gang de criminels-là, ils ont été corrects avec moi. Et il y a quelqu'un qui m'a vu aller. Il dit, écoute, il dit, à l'Université de Montréal, il y a un certificat en enfance inadaptée qui forme de futurs intervenants pour travailler, entre autres, avec des délinquants. Je pense que vous avez quelques capacités. Alors, je vais aller passer les tests. Et là, ce qui est encore plus drôle, c'est que si la psy qui m'a fait passer les tests avait respecté les normes de passation à la lettre, j'étais un déficient profond. Alors, puis quand elle m'a fait passer un test de quotient intellectuel que maintenant je connais bien, et entre autres un test de Rorschach. Quand elle me présente la première tâche, j'ai dit, Madame, elle me demande, mais qu'est-ce que vous voyez? Je dis, j'ai combien de temps? Elle dit, le temps que vous voulez. Ben, je dis, j'en ai pour des heures. Et là, elle a conclu que j'étais créatif. Alors, ça n'a rien à voir, là, mais bon. Et elle a dit à Janine Guindon, la directrice de l'époque, prends-le. Il n'y a pas des bonnes notes, mais il va exploser. Et c'est effectivement à l'université où j'ai commencé à performer au plan scolaire. En psychologie à l'époque, c'est ça? Ah, c'était l'école de psychoéducation. Non, c'était le certificat en enfance inadaptée affilié au département de psycho. D'accord. Et lorsqu'en 1971, là, on était en 1964, lorsqu'en 1971, j'ai donné ma première charge d'enseignement, je l'ai donnée à l'école de psychoéducation. C'était la première année de l'école de psychoéducation. Et je n'ai pas cessé depuis lors. Bon, j'ai fait une parenthèse, je suis allé faire un doctorat à Genève et Lausanne, là-bas. Monsieur Larrivée, pourquoi vous êtes allé en Suisse pour faire votre doctorat, puis dans quel contexte ça s'est présenté? OK. Alors, à l'époque, Janine planifiait le futur département de l'école de psychoéducation. Puis elle avait dit à 5 d'entre nous, allez faire votre doctorat n'importe où au monde, puis quand vous revenez, vous avez un poste. Alors, un est allé aux États-Unis, 2 en Angleterre, 1 en France et moi en Suisse parce que je m'intéressais à l'intelligence puis je voulais étudier avec Piaget. Voilà. C'est strictement pour ça, il n'y a rien d'autre. C'est pas parce qu'il y a des bonnes vignes, c'est pas parce que c'est beau, ça n'a rien à voir. Puis quel genre d'université vous avez trouvé là-bas? C'était un milieu qui était accueillant, très, très guindé, si je peux me permettre? Bon, je vais te donner une réponse bizarre. Ça faisait à peu près 2, 3 semaines que j'étais là, et là, il y a une étudiante, gentiment, qui vient me voir, qui m'a dit, écoute, tu as tout le personnel ado. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Elle m'a dit, je vais t'expliquer ce que tu as fait. Tu es allé voir un professeur, puis tu as parlé de ton éventuel projet de thèse, puis tu es allé en voir un autre, puis un autre, puis un autre. Alors, on n'est pas en Amérique ici. Ce que ça veut dire que ce que te dit le premier professeur que tu as contacté, tu as considéré que ça ne valait pas la peine, peut-être. Alors, donc, tu as tout le corps professoral à dos. Alors, j'ai repris ma démarche, je leur ai écouté. En Amérique, c'est comme ça que l'on procède. Donc, là, j'ai rétabli les choses. Là. Ouais. Une chance que cette jeune fille-là s'est comportée gentille avec moi. Vous avez aimé vos études en Suisse? Oui, c'est-à-dire que, bon, je vais t'expliquer quelque chose. Janine Guindon, c'est un numéro spécial. Hein? Quand elle aimait quelqu'un, elle l'aimait. Puis quand elle n'aimait pas quelqu'un, la personne était foutue. J'ignore pourquoi, mais moi, elle m'aimait. Malgré ma première question posée à son premier cours, qui est la suivante, Mademoiselle Guindon, ça fait une demi-heure que vous parlez, vous n'avez encore rien dit. Est-ce que vous pourriez vous résumer? Mes collègues m'ont dit, mais à votre poulet, j'ai dit non, j'offre la chance de se mettre en valeur et j'avais raison. Tous mes collègues, on était 10 gars, mais les 9 autres gars, c'était des pans de mur, costauds, solides. J'ai dit, vous y faites pas, moi je suis mec comme un pic et je fais pas peur. Puis, mon analyse n'était pas fausse. Bon, alors, cela étant dit, mon projet de thèse est refusé. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et là,
prendre le téléphone. Là, j'étais dans le bureau de Inelder. J'ai dit, ça suffit, je prends le téléphone. Puis Inelder a dit, mais calmez-vous, Serge. J'ai dit, j'en ai pas question, je ne suis pas calme. Donc, je ne me calme pas. Je parle avec Janine, j'explique la situation et elle me répond, je ne veux pas savoir si tu as tort ou si tu as raison. Pour moi, tu as nécessairement raison. Alors, je vais endosser, quelle que soit la décision que tu vas prendre, je vais la prendre. Je te seconde à 100%. Et là, ça reste comme ça. Inelder se calme, elle est toute mal à l'aise, parce que j'avais opté pour Inelder comme directrice de thèse et non pas pour Elsa Schmidt-Kitsikis. Et là, il y a une étudiante, encore une fois, qui vient me voir, elle dit, pourquoi tu ne vas pas finir ton doctorat à Lausanne? Ben, je dis, pourquoi j'irai là? Ben, elle dit, téléphone à Rémi Drault, puis expose-y la situation. Alors, j'ai un contact avec Rémi Drault qui branche son magnétophone, puis qui me dit, parlez-moi. Alors, je lui explique comment c'est que... Hein, bon, il ferme le magnétophone. Voilà, j'accepte de vous diriger. Cependant, si vous écrivez comme vous avez écrit vos travaux à Genève, vous allez probablement couler parce que vous avez les premiers symptômes de la névrose genevoise, qui est toute simple, les gens s'autocoulent eux-mêmes. Si vous écrivez comme vos travaux faits à Montréal, vous allez passer sans aucune difficulté. Et évidemment, bon, Schmidt-Kitsikis l'a téléphoné pendant que j'étais là dans une autre rencontre. Drault prend le téléphone, il dit le dépose, poursuivons notre. Puis de temps en temps, il s'en fichait. Donc j'ai pu terminer rapidement mon doctorat à Lausanne. Et Drault me dit, bon, là, il y a une chose qu'il faut que tu fasses. Pour la soutenance, il faut que tu ailles voir la salle. Je sais pas quoi. Va voir la salle. Alors, quand j'arrive dans la salle, je comprends. Tu as le plancher. D'un côté, tu as des estrades pour le public. De l'autre côté, les estrades pour le jury, encore plus haut. Puis tout le long en haut, les photos des anciens présidents de l'Université de Lausanne. Donc, tu te sens comme dans une fosse au lion. Et la cravate est obligatoire. Il faut que tu ailles t'acheter, il faut que tu ailles une cravate. Alors, je suis allé m'acheter une cravate horrible, laide, immense, qui n'avait rien à voir avec les couleurs de mon veston. Il dit, c'est pas vrai. Rémi, j'ai une cravate. Bon. Et là-bas, il y a une soutenance privée et une soutenance publique. Et là, il avait mis sur la soutenance privée le professeur Dupont. Et mes amis me disent, hey, il laisse jamais passer quelqu'un du premier coup. Je m'en vais voir dans le bureau. Je dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il dit, je veux juste voir comment tu vas t'en sortir avec Dupont. Alors, soutenance privée, Dupont. Alors, ici, je mettrai une virgule. Bien, professeur Dupont, virgule. Là, pour toute une série de petits détails. Puis là, à un moment donné, il dit, bon, votre chapitre sur la quantification des probabilités, alors là, je referai tout. Et moi, je fais, il n'en est pas question. Dupont, drôle. Évidemment, aucun étudiant suisse aurait osé faire ça. Alors, il est désemparé, puis il me donne raison. Et là, Drault me dit, il va se reprendre lors de la soutenance. Bon. Et lors de la soutenance, donc, tu as Janine Guindon qui est là comme correcteur, Guy Oslos, qui est un psychiatre belge, spécialiste des secrets de famille, Drault, puis il y a quelqu'un d'autre, puis Dupont, puis il y a quelqu'un d'autre dont je ne me souviens plus. Je pense, enfin bref. Bon. Et Drault me dit, écoute, il se peut que dans le public, là, il y a une vieille dame qui emmerde toujours les doctorants. Alors, elle est bardée de diplômes, puis elle se permet des commentaires, puis effectivement, elle est là. Alors, là-bas, on donne la parole au public avant le jury. Et elle me dit comme ça, mais vous faites votre doctorat sur le fonctionnement cognitif des délinquants, mais vous ne définissez jamais la délinquance.
J'ai dit non parce que j'ai pris les adolescents qui étaient dans des centres de rééducation pour délinquants. Puis elle revient 3 fois avec la même question. J'ai dit, je sais pourquoi vous posez toujours la même question. Vous ne comprenez pas ma réponse à cause de mon accent québécois. Évidemment, là, elle est arrêtée. Bon, et là, la ronde du jury a commencé. Alors, euh, Dupont, il dit, bon, pour mesurer la combinatoire, vous avez utilisé l'épreuve de la combinaison des corps chimiques. Il y en a une beaucoup, beaucoup, beaucoup plus propre, celle des lampes. Pourquoi? Je dis, j'ai un seul critère, professeur Dupont, un critère esthétique. Je la trouve plus jolie. Il ne peut plus rien dire. Guy Oslos, le spécialiste des secrets de famille, il dit, avant de poser ma première question, je dois mettre sur la table un éventuel secret. Je me suis baigné nu avec le candidat dans le lac Léman lors d'une fête. Voyons. Première question. Donc, si quelqu'un avait voulu évoquer ça, il était foutu. Alors, et lors de la réception après, la vieille dame qui vient me voir, elle me dit, jeune homme, si ça ne marche pas dans la psycho, vous pourrez toujours vous recycler dans le théâtre. Et pour elle, ça s'arrête. Donc ça, c'est la soutenance de thèse, tu vois. Voilà. Puis après, après votre retour au Québec, vous avez automatiquement été engagé par l'Université de Oui, Montréal? oui, c'est pour ça que je suis incapable de faire la grève. Parce que je trouve ça indécent de ma part. Je ne peux pas faire la grève. Je ne suis pas capable. Puis l'université avait l'air de quoi à l'époque quand vous êtes arrivé ici? C'était quoi le climat? C'était comment être prof à l'université? Ben, moi, je me souviens encore, on était, nous, sur le boulevard Gouin, l'école de psychoéducation. Alors, j'ai mis ma valise dans mon bureau, je suis monté voir le doyen, je me suis présenté et j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir ma permanence dans 5 ans? Je l'ai écouté. J'ai dit, si j'ai bien compris, monsieur le doyen, je demande des fonds, je les obtiens, je fais la recherche, je publie dans des revues scientifiques avec comité de lecture, je fais des conférences de préférence internationales et l'enseignement n'est pas très important. Oh, si l'enseignement est important. Oh, je dis, je suis désolé, j'avais mal compris. À l'époque, l'enseignement n'était pas important. Hmm. Ça a commencé au début des années 90, quand ils ont mis sur pied le concours du meilleur enseignant de la grande faculté des arts et des sciences, donc qui changeait à chaque année. Là. Et que j'ai d'ailleurs gagné en 94, je pense. Voilà. Il n'y avait pas d'évaluation des enseignants à l'époque? Oui, on évaluait les enseignants, bien sûr. Oui, mais moi, j'avais compris que si je publiais, j'avais la vie sauve. Et j'oublierai jamais, un de mes premiers textes, le titre était voyons, l'enseignement de la catéchèse est un écueil au développement cognitif. Évidemment, mes vieux collègues étaient paniqués. À l'époque, il y avait 2 personnes nommées par l'archevêché sur le conseil de l'université qui votaient pour. C'est publie pas ça. Je disais non, la liberté universitaire, ça ne se discute pas. Et donc, je publie le texte, scandale dans les journaux. Une des 2 personnes nommées par l'archevêché débarque dans mon bureau, m'engueule. Alors, je me laisse engueuler. Puis quand c'est une dame. Puis quand elle a fini, j'ai dit, Madame, est-ce que vous avez lu le texte? Elle dit, pas encore. Mais j'ai dit, vous allez faire 3 choses, sortir de mon bureau, aller me répondre et aller le lire et me répondre dans une revue scientifique avec comité de lecture. Mon directeur de l'époque, Pierre Gauthier, dit, c'est pas vrai. T'as pas fait ça. J'ai dit, là, ça se discute pas, la liberté universitaire. Alors, j'ai jamais eu de problème pour. Mais j'avais compris ça, que si je publiais, j'étais sauvé. Puis, avez-vous J'avais pas trouvé tort. que l'université que vous avez connue a beaucoup changé dans les dernières années? Ah ben oui. D'abord, il y a beaucoup plus de procédures. Moi, je suis allergique hein, aux procédures. Dès que je vois un formulaire à remplir, je deviens déficient profond. Euh, il y a quelqu'un qui doit le remplir pour moi. D'ailleurs, c'est la même chose à la banque où est-ce que je suis. Je n'ai rempli aucun formulaire. Ce sont les employés qui les remplissent pour moi. Puis c'est un droit acquis. Donc, dès qu'il y a un nouvel employé, tout le monde dit que c'est un droit acquis. Bon.
Je veux pas. Est-ce que c'est correct de ma part? Non. Mais je suis allergique aux choses inutiles. Et donc, il y a ça. Et ben là, il y a eu beaucoup de changements, bien sûr. Euh, je pense que je vais me permettre de parler des étudiants. Quand on était encore sur la boulevard Loin, j'avais un séminaire de maîtrise. Je pense que j'avais 9 étudiants et 4 d'entre eux m'ont dit, on aimerait avoir 2 heures de plus par semaine du contenu de votre séminaire. Est-ce qu'on pourrait faire une classe supplémentaire 2 heures par semaine? Je dis, ben oui. Alors, cet intérêt-là de l'apprentissage, de la connaissance, je le vois de moins en moins. Hmm. Ce qu'on veut, c'est notre diplôme. Bon. Et ça, je trouve ça triste. Et depuis, ça fait plusieurs années, je ne sais pas combien de temps, les étudiants me font le même reproche constamment. Trop de lecture et les textes sont trop longs. Et à chaque fois, je leur réponds merci du compliment. C'est- Alors, ça, je trouve ça triste. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, mais voyez-vous, si j'ai gagné le prix du meilleur enseignant jadis, je ne pourrais pas le gagner maintenant. Hmm. Ça, c'est clair, clair, clair. Ouais, Ça me ça, permet c'est d'aller clair. du côté du concept d'intelligence qui vous a passionné toute votre carrière. Ouais. Est-ce que rapidement, vous avez travaillé sur l'intelligence? C'est un truc qui est arrivé plus tard. Bon, alors là, c'est arrivé tout de suite. À, à l'époque, on s'intéressait beaucoup à Piaget. Et on avait 3 cours sur Piaget. Il y avait quelqu'un qui donnait le sensorimoteur, d'autres le préopératoire et l'opératoire concret. Et moi, j'étais centré sur l'opératoire formel. Après quelques années, oups, on a mis ensemble un seul cours sur tout le développement cognitif. Et quelques années plus tard, le développement cognitif ne comprenait qu'une partie du cours et j'enseignais aussi toutes les théories néo-piagétiennes. Hmm. Et par la suite, non seulement ça, mais j'ai dû rentrer la psychométrie dans mon cours sur l'intelligence. Et actuellement, donc, on voit un peu de Piaget, la psychométrie, quelques autres théories, mais ça s'est réduit comme peau de chagrin. Hmm. Euh, alors, oui, c'est ça. L'effet Flynn, vous avez réfléchi, vous avez écrit sur le sujet. Oui, ça, oui. Croyez-vous c'est une pseudo-science, l'effet Flynn, où il y a vraiment des fondements théoriques forts derrière ce phénomène-là? Peut-être C'est la l'expliquer en première, premier, puis donner votre avis sur la chose. c'est la première fois que j'entends quelqu'un qui évoque la possibilité que l'effet Flynn soit de la pseudoscience. Est-ce que tu as lu ça à quelque part? Pas lu ça, mais j'ai déjà entendu des gens, sans les nommer, qui sont très, très sceptiques sur l'existence de l'effet Flynn. J'ai une boîte solde épais sur l'effet Flynn. OK? Dès que ça a été connu, évidemment, tout le monde a dit, hein, le QI augmente de 3 à 5 points par décennie. Là, ils se sont mis à le vérifier dans différents pays. Parce qu'on avait vu ça d'abord aux États-Unis, ce qui est très surprenant aux États-Unis quand on regarde qui vote pour Trump. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Bon. Euh, mais effectivement, à travers, il y a 33 pays où est-ce qu'on a observé l'effet Flynn. Et moi, dans un de mes deux gros bouquins sur l'intelligence, donc je me suis intéressé à ça, puis je suis allé chercher les facteurs qui qui ont permis l'explosion de l'intelligence. Et vers la fin du 20e siècle, oups, ça s'est comme stabilisé, monter, descendre, puis avec le 21e siècle, c'est descente. Et comme je dis souvent dans mon ouvrage sur la stupidité, on se calme, ça descend lentement. Bon. Et je suis immédiatement allé voir, est-ce que les facteurs qui avaient causé l'éclosion de l'intelligence jouent encore leur rôle? Est-ce que ça pourrait expliquer pourquoi il y a qu'il y a une baisse de l'intelligence? Et bien, c'est là qu'est la grande surprise. Euh, les-
l'école qui avait joué un rôle très important dans la montée de l'intelligence. Maintenant, l'école, c'est comme j'ai l'impression, depuis quelques années, qu'on nivelle par le bas. Quand j'entends les départements universitaires de sciences humaines, je ne dirai pas où, dans la province, là, dire à leurs professeurs, ne coulez personne. Ça s'appelle du nivellement par le bas. Hmm. Moi, je me souviens encore je pense que je suis le seul prof qui a fait ça, pour les 2 étudiants au doctorat, lors d'un séminaire. Puis un des deux était venu me voir et m'a dit, merci beaucoup. J'ai dit, comment ça se fait, merci beaucoup? Ben, il dit, je t'ai pas fait pour le doctorat. Puis là, au moins, vous m'avez donné la chance de m'en aller. Hmm. Alors, tu sais, bon, j'ai l'habitude de dire, mais ça, c'est sous toute réserve, là, aux études supérieures, les étudiants qui sont bons, maudits qui sont bons, mais les autres, ordinaires. Hmm. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça, là. Il faut continuer d'encourager les étudiants, mais en même temps, ce que j'entendais lors de ma dernière année d'enseignement, là, c'était, on peut-tu avoir une bonne note, là? C'est ça Un qui était. rapport C'est très c'est utilitariste plus que la vie. l'intérêt pour la connaissance. Enfin, pas tout le monde, là, mais donc on a perdu un peu ça, ce plaisir d'apprendre. L'autre chose, la pensée formelle qui se développe avec l'adolescence. Il y était un temps dans les années 50, c'était à peine 30 à 40 des gens qui atteignaient cette pensée hypothético-déductive, là, avec tous les schèmes autour, la combinatoire, les corrélations, les proportions, etc. Et là, ça a monté jusqu'à 60 à peu près, sinon plus. Et en Angleterre, on a construit des épreuves papier-crayon, ce qui fait qu'on a pu vérifier ça chez 11 000 sujets, adolescents de 13 à 15 ans, je pense. Bon. Et récemment, une prise de données avec un des chercheurs principaux, Shayer et Flynn. Je ne l'ai pas devant moi ici, là, mais on est passé de à peu près 50 à peine 10 Wow. Les gens sont redescendus à l'opératoire concret. Donc, autrement dit, ce qui est important maintenant, c'est qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je peux toucher, qu'est-ce que je peux faire. Et ça, c'est dramatique. Ça, c'est dramatique. J'ai tendance à... non, c'est ça. Bon, je trouve ça triste. Hmm. J'ai L'autre emmené la chose, discussion. Oui, hein? allez-y. L'autre chose, c'est les tablettes à l'école. Je ne sais pas si les gens le savent, mais les concepteurs des tablettes à l'école, là, envoient leurs enfants dans des écoles où il n'y a pas de tablettes parce qu'ils savent que ça n'aide pas. Bon, évidemment, je ne veux pas généraliser, là, mais il y a quelque chose là, ouais. Et l'autre élément qui n'aide pas à la connaissance, c'est la surprotection. Les enfants sont surprotégés. Comment tu veux apprendre à te relever si tu n'es jamais tombé? Moi, je dis souvent, j'ai eu la chance d'avoir des échecs scolaires. Donc, j'ai dû me relever. Hein? Bon. Et bon, évidemment, j'ai eu la chance d'être accepté quand même à l'université dans un certificat. Puis en fait, j'ai quitté, j'étais allé le bac, la maîtrise, puis le doctorat, mais c'était pas le parcours prévisible quand on regarde mes échecs scolaires. Qu'est-ce que mes parents ont fait devant mes échecs scolaires? Mes parents savaient à peine lire. Devant mes échecs scolaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh, c'est vrai que tu n'es pas bon à l'école, mais nous, on pense que dans la vie, tu vas bien t'en sortir. Quel cadeau! Ils m'ont fiché la paix. Ils m'ont laissé me débrouiller. Ils m'ont laissé regarder qu'est-ce qui se passait
Moi, j'allais au collège des Jésuites, là, tous mes collègues, fils d'avocats, d'ingénieurs, de médecins, puis tout ça, là, leur chambre personnelle, leur bureau, des bibliothèques. Il n'y a jamais eu un livre chez nous, là. C'est moi qui ai rentré le premier. Donc, je n'avais pas de lit pour dormir. Je dormais dans le salon. Donc, tu comprends? J'avais pas cette chance-là. Mais en même temps, c'est devenu clair pour moi que si un jour je m'en sortais, ça dépendrait de moi. Hmm. Ouais. Donc, j'ai pris en main ma propre vie. Puis malgré mes échecs, je me suis battu. Écoute, euh, une anecdote ici, cute. Quand je voulais sortir avec une fille, alors je lui disais, écoute, j'aimerais ça sortir avec toi, mais j'ai deux handicaps. Le premier, tu le connais déjà, je bégaye. Le deuxième, je suis pauvre. Je ne pourrais rien te payer. Est-ce que tu acceptes? Ça marchait, un gars honnête. Tout m'était venu cette idée-là. Un jour, je suis allé chercher une fille chez elle, un samedi soir pour la première fois, et les deux parents sont assis dans leur fauteuil. N'est-ce pas, jeune homme, que ma fille est belle? J'ai dit, oui, monsieur, votre fille est très belle. N'est-ce pas également que ma femme et moi sommes laids? Nous sommes laids, mais nous nous plaisons. Bonne soirée. Puis là, je m'étais dit, merde, il a raison. Il a raison, c'est comme ça qu'il faut faire, dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est comme ça que euh, puis je l'avais spontanément aussi de dire les choses telles qu'elles sont, là. Mais, tu sais, j'oublierai encore, comme président de classe, là, à un moment donné, il y avait un gars qui forçait le gars en avant de lui à tricher. Alors, j'ai demandé au père de me mettre, que Pelcha vienne s'asseoir à ma place, puis que moi, devant Nadeau. Et j'ai dit à Nadeau, si tu me demandes pour tricher, je vais me lever, je vais me tourner vers toi, puis je vais te dire, Nadeau, parle plus fort, je ne comprends pas. Il dit, tu n'oseras jamais. J'ai dit, essaye. Il a essayé, je l'ai fait. Autrement dit, pour moi, là, l'intimidation, là, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver. Jamais. On ne doit jamais se laisser avoir. Bon. Là, juste une parenthèse ici avec ça, si tu me le permets. L'approche paradoxale, là, c'est une approche folle. Là, bon. Alors, à l'école primaire, je faisais partie du comité de parents. Puis un jour, il y a un petit garçon que je voyais qui frappait tout le monde. Puis dans la cour de récréation, je suis allé voir, il dit, écoute, pourquoi tu frappes tout le monde? Il dit, mon père m'a dit que s'il y a quelqu'un qui m'écarte, je peux y casser la gueule. Bon, puis je dis, je vois que tu es un garçon obéissant. OK, c'est beau. Alors, on fait venir le père. J'apprends que c'est un Hells Angels. Alors, je demande à un agent de sécurité qui est d'être à la porte du bureau. Le père arrive, puis il dit, je suis là, lui. Je dis, monsieur, vous oubliez que vous êtes un Hells Angels. Entrez. Puis là, le gars, il se demande qu'est-ce qui se passe. Il rentre, puis là, une fois qu'il est assis, je change complètement de ton. J'ai dit, monsieur, j'aimerais vous féliciter. Vous avez un petit garçon obéissant. C'est rare, à cet âge-là, un petit garçon qui est obéissant. Bravo. Bravo, monsieur. Je vous félicite. Vous lui avez dit que s'il y a quelqu'un qui l'écœure, qui peut lui casser la gueule. Et il le fait. Donc, il vous obéit. Bravo, monsieur. Bravo. Devant le pauvre père, il est en déséquilibre total. Il se demande à qui je parle, là. Tu sais, là, c'est quoi cette bébête-là, là? Il dit, bon, comme votre fils est obéissant, voici la proposition que j'ai à vous faire. Mais, je vous rappelle, il pourra toujours frapper. Alors, imaginons la situation suivante. Il est en rang et le garçon qui est derrière lui le pousse. Alors, avant de le frapper, il devra vérifier s'il n'a pas glissé sur une pelure de banane. S'il n'y a pas de pelure de banane, il devra vérifier si le petit garçon derrière lui ne l'a pas poussé, ce qui fait qu'il a poussé votre fils. Vous comprenez l'idée? Il ne peut le frapper que si votre fils a été poussé intentionnellement. Vous êtes d'accord? T'es obligé de dire oui. Alors, fin du cassage de gueule là, du petit garçon.
Et j'en suis rendu à penser que toute intervention normale est inutile. Bon, j'exagère quand je dis ça, mais j'ai 6 interventions que j'ai faites, et si je les faisais maintenant, je suis dehors de mon ordre professionnel pour manque à l'éthique. Solide. J'en compte une brève. Si on a du temps, je pourrais en compter d'autres. On a du temps, oui. Je fais de la supervision à la maison Notre-Dame de Laval pour les filles, là, quand j'étais jeune. Et je sens le groupe à l'équipe mal à l'aise, là. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, ben c'est Julie, là. Elle a essayé de se suicider. Ben, je dis, comment? Avec des lames de rasoir. Mais vous lui avez enlevé? Elle ne veut pas nous les donner. Non, vous lui enlevez. Puis là, ce que j'entends, c'est qu'ils veulent que j'aille lui enlever après la rencontre. Alors, après la rencontre, j'entre dans la cellule de Julie. Elle est en petite tenue, là, hein? Bébé doll, toute la kit. Là. Je dis, Julie, je veux pas que tu meurs. Donne-moi tes lames de rasoir. Je dis, va chier, Colis. Alors, je la pointe par les épaules, je m'assois sur elle. Je dis, je me relève quand j'ai les lames de rasoir. Tu ne pourras pas faire ça maintenant. On est d'accord? Hein? Et elle me les a données. Bon, j'ai fait signer un contrat. Je m'engage à faire aucune tentative de suicide au cours de la prochaine journée, ou des prochains 2 jours, prochaine semaine. Non, 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 non. Puis à un moment donné, j'ai dit, Julie, as-tu compris? On ne veut pas que tu meurs. Puis maintenant, on met dans les bras en pleurant, puis ça a été fini. Penses-tu que si on l'avait puni, ça ne va rien changer? Évidemment, ce comportement-là, bon, et maintenant, on ne peut plus le faire. Et j'oserais dire, quel dommage, parce que ça marche. C'est efficace. J'en ai un autre qui est... je faisais partie cette fois-là de l'école, du département, voyons, de l'équipe parentale de l'école secondaire de mon fils aîné. Il est en secondaire 1. Vincent est un athlète de haut niveau maintenant. Hein. Puis, il est toujours petit, là, mais il, quand même, c'est le plus petit joueur au monde de volleyball de plage. Hein. Ça te donne une idée? Bon, mais c'est bon, une extension. Bon. Et il revient à la maison avec 2 de ses amis, tout blancs. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, il y a 2 gars qui sont passés dans le corridor, puis ils l'ont pris comme ça, puis ils ont mis la tête dans la poubelle. Je dis, il n'y a pas eu de provocation, de finger, rien. Vincent n'a que des amis. Donc, bon. Alors, je me rends à l'école le lendemain, j'en parle avec la direction. Il me dit, écoute, je ne laisse pas passer ça. Là. Ben, il dit, je ne sais pas quoi faire. Je m'en occupe. Et là, je m'en vais chercher, je recontacte 2 gars qui passent peut-être dans la porte ici, là. 2 pans de mur. Ces 2 gars que j'avais connus lorsque j'avais fait appel à une jeune fille pour garder mes enfants lors d'un voyage de noces. Et de mes 2 gars. Puis je me souviens encore quand j'avais dit à la jeune fille, qui était super belle, j'avais dit à ma femme, elle a un chum, il faut le connaître. On va lui donner la permission formelle que son chum. Et quand on lui a dit ça, elle était comme soulagée parce qu'elle l'aurait fait venir pareil. Puis le gars, puis la fille a dit, il peut-tu venir avec son copain aussi? Ils sont souvent ensemble. Pas de problème. On organise un souper. Les 2 gars arrivent. Mais gars, papa, t'as vu? 2 immenses gars, d'une douceur exemplaire. Ils ont passé 3 semaines extraordinaires avec ces 2 gars-là. Je les rappelle, je leur explique la situation. Je dis, voici qu'est-ce que vous allez faire. Vous allez vous mettre dans le bureau à côté du directeur. Si vous m'entendez frapper des mains, vous rentrez dans le bureau du directeur, vous vous collez contre le mur et surtout, vous ne riez pas. Parfait. Alors, la journée venue, on va chercher les 2 gars à la cafétéria. On me suit, allez! Ils savent que je fais partie du comité d'école. Puis là, quand ils sont bien assis, je dis, bon, les gars, je veux juste comprendre une chose. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez pris quelqu'un dans le corridor, puis vous avez mis la tête dans la poubelle? Pas de tes hosties d'affaires. Non, allez, les gars, soyez gentils. Expliquez-moi, là. Expliquez-moi qu'est-ce qui... Je veux juste comprendre ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils veulent rien savoir. Les 2 gars rentrent.
Mes deux ados viennent tout blancs. Je dis, les gars, hein, ou vous m'expliquez ce qui s'est passé, ou je sors du bureau. Ça s'appelle une menace. On n'a pas le droit de faire ça. On est d'accord? OK. Et, et les gars, ils m'expliquent. Ben, on a eu l'idée de faire, puis le premier gars qui est passé, ben, c'est lui. Ben, j'ai dit, vous voyez à quel point c'était simple de m'expliquer. C'est tout ce que je voulais savoir. D'accord? Maintenant, la moindre menace envers ce gars, et je reviens, et pas seul. C'est une autre menace que je n'ai pas le droit de faire. On est d'accord? Et qu'est-ce qu'une menace? C'est le garçon qui va décider que c'est une menace. Un frôlement d'épaule, un regard qu'il a évalué comme dangereux. Allez, au stade, je puis voir. Le lendemain, je me pointe à l'école. Hey, monsieur, on n'a rien fait ici. Je le sais, les gars. Je suis venu vous féliciter. Quelques jours comme ça. Puis à un moment donné, ils m'ont dit, monsieur, on peut-tu vous parler? Je dis, bien sûr, venez. Et là, ils me racontent ce qu'ils vivent. J'ai dit, bon, là, d'abord, j'aimerais vous féliciter d'avoir le courage de dire les difficultés que vous vivez. Vous avez besoin d'aide et on va vous l'apporter. Bravo pour être venu le dire. Penses-tu que si on les avait punis, qu'ils auraient demandé de l'aide? Je pense pas. Voilà. Mon intervention, elle était pas éthique, là. C'est-à-dire, hein, faire des menaces, puis, mais ça a marché. Donc, j'en ai comme ça 5 qui, euh, qui ont été d'une efficacité extraordinaire. Et, bon, les gens me disent des fois, oui, mais tu te mêles de ce qui ne te regarde pas. Je dis, c'est exact parce que ce qui me regarde, je suis déjà au courant. Donc, et tout ce que je fais comme à propos négatif, c'est que j'enlève du travail à des psychoéducateurs, c'est tout. Bon, donc, c'est ça. Donc, évidemment, cette approche-là, pour te donner une idée, quand mes enfants étaient ados, quand on sortait en famille, ils me faisaient promettre d'être sage. Et je leur répondais non. C'est les enfants qui faisaient promettre d'être sages. Ah oui. Bon, autre question. La deuxième question que je veux poser, c'est sur pourquoi est-ce qu'on a toujours besoin des sciences humaines et sociales aujourd'hui? Je ne sais pas trop quoi répondre. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une partie des sciences humaines qui doit se manifester pour contrer les croyances inutiles et fausses. Pourquoi je dis ça? Parce que croire est une tendance lourde chez les humanoïdes bipèdes. Hein? Euh, C'est-à-dire, on croit facilement. Et ce que le cerveau fait le mieux, c'est de croire. Donc, c'est facile de croire. Ce qui n'est pas facile, c'est de ne pas croire. Donc, il faut que les sciences humaines euh, nous, nous apprennent comment on doit vérifier les affirmations que, euh, vers lesquelles on nous force à aller. Hein? Bon. Euh, je vais vous donner quelques caractéristiques, par exemple, qui pourraient nous permettre de distinguer les sciences. Là, je ne parle même pas de sciences expérimentales humaines, juste les sciences humaines ordinaires et les pseudosciences. Parce qu'il y a le frottement entre les pseudosciences et les sciences humaines est tellement proche qu'il peut y avoir un dérapage très, très facile. Bon. Par exemple, bon, moi, quand quelqu'un me parle d'une approche, là, OK, je leur demande tout le temps, est-ce que cette approche-là a été publiée dans des revues scientifiques avec comité de lecture? Donc, s'il n'y a pas eu d'évaluation par les pairs, PAIRS, elle ne m'intéresse pas. L'autre, quand tout ce qu'on a à me fournir, c'est des témoignages puis des anecdotes,
je ne la cache pas, là, c'est le fond des témoignages, des anecdotes, mais ça ne fait pas un fait. Et en science, on a besoin de faits. L'autre élément, c'est quand certains pseudo-scientifiques nous servent un langage incompréhensible. De Lacan, qui est un psychanalyste, là, comment le langage qu'il utilise est totalement incompréhensible et ses partisans disent plus c'est incompréhensible, plus c'est vrai. Il faut arrêter de valoriser ça. Et je vous lis le texte, il est tellement magnifique. Alors, j'ai intitulé ça Impuissance sexuelle et culture scientifique. Bon. Tous les impuissants de la Terre pourraient peut-être se passer de Viagra et des conseils de leur sexologue s'ils comprenaient enfin que leur organe érectile, guillemets, là, vient à symboliser la place de la jouissance, non pas en tant que lui-même, ni même en tant qu'image, mais en tant que partie manquante à l'image désirée. C'est pourquoi il est égalable à la racine carrée moins 1 de la signification plus haut produite de la jouissance qu'il restitue par le coefficient de son énoncé à la fonction de manque de signifiant, deux points, ouvrez la parenthèse, moins 1, fermez la parenthèse. Lacan, Wow. 1971. Non seulement tout ça reste incompréhensible, mais les analogies entre concepts mathématiques et psychanalystes se révèlent totalement arbitraires, sans fondement, et nullement. Voyez-vous, donc, quand on fait ça, bon, je vais en prendre un autre qui est Dolto, Françoise Dolto. Hein? C'est une lacanienne d'ailleurs. Hein? Le calcul étant tout ce qui se passe autour des nombres et des opérations, entre guillemets, la multiplication, deux points, comment 1 et 1 dans la vie, quelquefois, ça fait 3 au lieu que 1 et 1, ça fasse 2 quand c'est des choses. Comment un tout seul, parenthèse, avec une maman toute seule, on soit, en parenthèse, on est, EST, on est, NAI, la naissance, tout d'un coup, 3, parce que maman a un bébé sans qu'il y ait un papa. J'en donne un autre. Par ailleurs, dans le cas Dominique, c'est un livre de Dolto, en 1974, raconte l'histoire d'un enfant de 14 ans effrayé par les objets qui tournent, bicycle, manège, etc. La célèbre psychanalyste avait découvert d'une part comment Dominique dominait sa mère au point de devenir le phallus de maman, et d'autre part combien la naissance de sa sœur, Sylvie, avait été catastrophique. En effet, ouvrez les guillemets, toute l'image dynamique semble être la signalisation de l'existence de Dominique en tant qu'il est encore vivant, mais cela pouvait être annulé, tout cela pouvait être pérennisé que Sylvie, pas Sylvie, Syl, avec le verbe vif, or précisément, voici venue Sylvie. Bon, alors, tu vois, il faut que dans les sciences humaines et sociales, on mette à la poubelle ces âneries-là. Ça n'a pas de bon sens de promouvoir ça. Mais pourquoi est-ce Et, qu'il y a un écho à ces idées-là en sciences humaines et sociales? pardon? Pourquoi est-ce qu'il y a un écho si fort à ce genre d'idées-là en sciences humaines et sociales? Parce que ce que le cerveau humain fait le mieux, c'est de croire et puis que des gens se donnent du pouvoir en prétendant être brillants parce que c'est pas, c'est pas compréhensible. Non, je trouve ça là, épouvantable. Donc, comme je dis souvent, croire est une tendance lourde, c'est un impératif fort, hein, c'est un besoin profond euh, de croire, d'être rassuré, d'être bon. Tu vois, il y a parmi les caractéristiques là, des pseudo-sciences, là, ces gens-là ne s'autocorrigent jamais. Hein. Ils évitent le processus d'évaluation par les pairs. Ils mettent toujours l'accent sur la confirmation plutôt que sur la réfutation. Alors que nous, en sciences humaines, euh, on insiste sur le critère de réfutabilité de Popper. Là, voilà. Ouais. Et ensuite, ils nous demandent toujours, quand ils font des affirmations, de nous prouver qu'ils ont tort, alors que c'est eux qui ont à nous démontrer qu'ils ont raison. Donc, comme je disais tantôt, il y a l'abus de témoignages puis d'anecdotes. Ils utilisent un langage maison qui sont les seuls à comprendre. La psychanalyse est un exemple. Hein. Puis,
Ils se donnent un pouvoir explicatif illimité. Donc, eux autres, là, ils ont tout à fait raison. C'est évident pour eux. C'est clair. Ouais. Voilà. Là, j'avais aussi, c'est qu'on oublie en sciences humaines, c'est quoi bien penser? P-E-N, là. Pas penser avec la bédaine, là. Bien penser. Ben, tu vois, j'ai une liste ici de 23 manières que j'ai traduites là, pour dire si vous pensez, si votre manière de penser se rapproche de ça, ben vous êtes en voiture. Là. Vous êtes alors, peut-être en nommer quelques-uns. Ne se prononce pas sur le bien fondé d'une décision en l'absence de preuves à l'appui. C'est exactement le contraire que les partisans de Trump font. Essaie d'anticiper les conséquences probables de différentes lignes de conduite avant d'opter pour l'une d'entre elles. Écoute attentivement l'énoncé des idées de l'autre. Fais la différence entre triompher dans une discussion et avoir raison. Tu n'as pas besoin de triompher, là. Cherche des façons inusitées d'aborder des problèmes complexes. Est sensible à la différence entre la validité d'une croyance et son intensité. Peut exposer différents points de vue sans distorsion ou exagération et sans en faire la caricature. Bon, il admet le caractère faillible de ses opinions, leur partialité probable et l'exposition au risque de déterminer la valeur d'une preuve en fonction d'intérêts personnels. Autrement dit, je suis conscient que je peux être victime d'un biais de confirmation de moi-même. Là. Mais ça demande de l'humilité. Voilà. Est-ce que je me trompe ou vous avez, dans vos années avec les sceptiques du Québec, souvent croisé des gens qui dépassaient les bornes en embrassant aveuglément les pseudosciences? Ah ben oui. Même on a invité aux sceptiques du Québec des gens qui embrassaient les pseudosciences. Il leur donnait un gros bisou, là. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que c'est important de comprendre comment l'autre voit les choses. Puis moi, s'il y a une chose qu'il ne faut pas faire avec un croyant, c'est de contrer ses croyances. Tout ce qu'il faut faire, c'est de l'écouter, puis de poser des questions pour qu'il nous explique mieux. Bon, moi, habituellement, ça ne dure pas plus que 5 minutes, là, quand je pose des questions pour mieux comprendre. J'ai eu un épisode, il y a un moment donné, de mon fils Vincent qui avait, quel âge qu'il avait à ce moment-là? Peut-être 13 ans. Témoin de Jéhovah qui sonne à la porte. Bon, je suis gentil, je réponds. Puis là, il me dit, vous êtes d'accord que ça va mal dans le monde? J'ai dit non, je trouve que ça va beaucoup mieux. Ça, déjà, ils sont en déséquilibre total parce qu'ils s'attendent à ce que je dise oui. Non, 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 ça va beaucoup mieux. Il y a 1000 ans, par exemple, je suis plus fort que vous et je vous aurais tué. Alors que maintenant, au lieu de se tuer, on se parle. Donc, ça va beaucoup mieux, je trouve. Ouais. Vous avez une autre question? Bon, évidemment, ils sont partis rapidement. Puis quand j'ai fermé la porte, il y a mon fils Vincent qui me dit, Parent, arrête. Ils sont pas de taille avec toi. Il y avait de la peine pour eux. Ça m'a secoué. Vraiment secoué. J'ai dit à Vincent, je te promets que je n'argumenterai plus avec eux. Il y avait vraiment de la peine. Et quand ils ont sonné une autre fois, je dis, je vous arrête tout de suite. Ma femme et moi faisons partie d'un groupe pour la paix dans le monde. On n'aurait pas le temps de devenir témoin de Jéhovah. Ah, très bien. Mais alors, tu vois, c'est ça. Tu ne peux pas argumenter avec un croyant. C'est pas possible. Par contre, si tu lui demandes de t'expliquer mieux son point de vue, tu as peut-être des chances à long terme qui cessent de croire. Tu vois, les gens qui deviennent croyants, c'est pour des raisons
émotives. Des gens qui cessent d'être croyants, c'est pour des raisons rationnelles. Donc, la raison n'est pas toujours là. C'est pas facile. C'est un peu pour ça que vous avez arrêté de croire éventuellement dans votre vie. Ah ben moi, écoute, c'est arrivé de façon tellement progressive. C'est très, très progressive. Et voilà, je suis arrêté de croire parce que ça n'avait pas de sens. Puis j'ai resté longtemps, j'avais des amis prêtres, là, longtemps. Tu vois, quand on a... Ah oui, peut-être faire une dernière anecdote avec ça. Chez les Jésuites, 2 ans avant la fin du cours classique, en rhétorique, donc, on nous offre la possibilité de faire une retraite de séjour selon les principes de Saint-Ignace. Puis, cette année-là, les 15 plus malcommodes de la classe, on a décidé qu'on y allait. Alors, la direction était paniquée. Ils ont dit, non, non, écoutez, là, vous allez semer le bordel. Là. Non, non, je dis, écoutez-moi bien, là. On s'engage à jouer le jeu. Puis, on a respecté les règles. Bon. Et le jésuite qui nous faisait vivre ces exercices-là, wow, quel bonhomme! Écoute, il arrivait à nous faire voir Jésus marchant sur les eaux. Là, tu sais, on y avait un sens théâtral extraordinaire. Bon. Puis à la fin de la dernière journée, on faisait ce qu'on appelle notre confession générale. On reprenait tous les péchés qu'on avait commis depuis le début de notre naissance. Puis bon, puis là, et je lui ai dit à ce moment-là, parce que j'avais toujours mon esprit critique, j'ai dit, si la prise de ruban, parce que lorsqu'on finissait le cours classique, on avait une prise de ruban. Par exemple, prêtrise, c'était blanc. Droit, je pense que c'était jaune. Médecin, c'était rouge. En fait, bon. Puis psychologue, c'était gris pâle. Alors, ma blonde de l'époque était paniquée quand elle avait vu le gris pâle. Elle pensait que je rentrais chez les prêtres. Elle voyait le droit. Bon, enfin, ça, c'est autre chose. Et je lui avais dit, donc, si la prise de ruban avait lieu demain matin, il y aurait 15 rubans blancs. Il me semble que Dieu veut aussi qu'il y ait des avocats, des ingénieurs, des médecins. Et le pauvre prêtre répond, là, il venait de perdre. Les voies de Dieu sont insondables. Dans ma tête, c'était pauvre con. Ça n'a pas d'allure, là. Alors, il y en a quand même 15, peut-être pas toutes les mêmes 15, mais 15 qui ont pris la prise de ruban blanc. Puis il en reste plus aucun maintenant. Ils sont tous. Le premier qui est sorti, c'est extraordinaire. Son ambition, lui, c'était de devenir pape. Puis quand il a compris qu'il ne pourrait jamais devenir pape, ben, il est parti.